Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs les députés. Comme à son habitude, nous constatons avec beaucoup de désarroi que le gouvernement est en retard, de 25 ans cette fois-ci. Chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un accord commercial qui a fait l'objet de nombreuses négociations depuis 1999. C'est la date à laquelle la Commission européenne a reçu son mandat de négociation. L'Union européenne ne comptait alors que 15 pays. Le mythe de la mondialisation heureuse battait son plein. À Bruxelles, il était envisagé que l'Europe ne devienne qu'une économie de services. Nous serions donc voués à devenir une masse de consommateurs qui vivraient aux dépens de l'industrie et de l'agriculture des autres continents. C'était la fin de l'histoire. Quel enthousiasme nous vivions, chers collègues. Et pourtant, 25 ans après, nous voilà au sein de la représentation nationale invités à échanger sur l'accord commercial avec le Mercosur. Lors de ces 25 années, les pays européens n'ont eu de cesse de négocier une position commune sur l'accord. À son habitude, la Commission européenne a mené ces échanges dans l'ombre, puisque leur contenu avait été tenu secret. Madame la ministre, cette fameuse souveraineté européenne a été la grande affaire de la carrière politique du Premier ministre. Il lui a tout sacrifié, allant jusqu'à appeler en 2011 à l'élection d'un président européen. C'est au nom de cette souveraineté européenne que notre vote d'aujourd'hui, sur un sujet pourtant vital pour notre nation, sera purement symbolique, faute de droit de veto. Je me permettrai de vous rappeler les avertissements de Philippe Séguin que le Premier ministre a lui-même entendu sur ces bancs il y a 32 ans, le 5 mai 1992. La méthode est habile, disait-il, en présentant chaque abandon parcellaire de souveraineté comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté, sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Philippe Séguin terminait ainsi. On ne joue pas impunément avec les peuples. Toutes les chimères politiques sont appelées un jour ou l'autre à se briser sur les réalités. La réalité aujourd'hui, mesdames les ministres, c'est que l'agriculture française sert depuis trop longtemps de monnaie d'échange dans les traités européens, sans que nous puissions nous y opposer, engendrant une chute drastique des prix agricoles. La réalité, mesdames les ministres, c'est que de ce fait, le revenu horaire moyen d'un agriculteur en France est de 8 €, encore moins pour les éleveurs de vaches allaitantes, soit bien en dessous du SMIC, pour des semaines de travail qui dépassent souvent 70 heures, incluant les week-ends et les nuits. La réalité, mesdames les ministres, c'est que tous les Français en paient désormais le prix, qui verront déferler dans leurs assiettes de la viande bourrée aux hormones de croissance, produite dans des pays où la traçabilité reste un concept flou. La réalité, c'est que nos agriculteurs ne veulent pas mourir et que nos assiettes ne sont pas des poubelles. Faute d'avoir su conserver notre souveraineté depuis 25 ans, les gouvernements français successifs se sont montrés distants, timides, frileux vis-à-vis de cet accord UE-Mercosur. Pour obtenir le retrait du volet agricole, il aurait fallu être combatif, pugnace et déterminé. Alors que l'accord se finalisait, Emmanuel Macron déclarait en juin 2019 que cet accord est, je cite, « bon » pour nos entreprises et nos emplois. Or, le volet agricole de cet accord est une tragédie. Il va à l'encontre de nos intérêts les plus vitaux, à savoir la survie de nos agriculteurs. Sans eux, pas de souveraineté alimentaire pour la France. Sans eux, nous dépendrons définitivement des agriculteurs sud-américains et nous nous lierons à leurs économies fragiles et donc à leur destin. Leurs normes sociales et environnementales seront les nôtres. L'accord viendra parachever notre dépendance agricole, car il prévoit la suppression à terme de 92% des droits de douane sur les produits que l'UE importe du Mercosur. Le gouvernement, après avoir abandonné l'idée des aides compensatoires, nous a dit « Ne vous en faites pas, il y aura, et nous y travaillons, une réciprocité dans les normes avec les clauses miroirs. Mais soyons sérieux. Qui peut croire que ces pays respecteront les standards ? Même la Commission européenne admet que la transparence et les contrôles sont inexistants. Le 9 novembre dernier, en toute discrétion, une branche de la Commission européenne publie un audit sur la surveillance de la grippe aviaire au Brésil, fondé sur des inspections menées sur place entre avril et mai 2023. Que révèle ce rapport ? Ce que nous savons déjà, que ce géant de la volaille qu'est le Brésil est incapable de garantir des normes sanitaires minimales. D'après un autre rapport adressé au Premier ministre en 2020, seul l'Uruguay, sur les 5 pays du traité, peut assurer un traçage efficace de la viande qu'il exporte, de la naissance à l'abattage. Et pendant ce temps,
nos éleveurs français, soumis aux normes les plus strictes, se battent pour survivre. On oblige nos éleveurs à abattre leurs cheptels malades, mais on autoriserait le Brésil à nous inonder de leurs bêtes malades. Mais de qui se moque-t-on ? Vous aurez beau signer n'importe quelle clause miroir et clamer que c'est une victoire, les Français ne sont pas dupes. Vous n'avez pas le contrôle sur les systèmes de traçabilité sud-américains. Vous ne pourrez pas contrôler ce bétail. Et nous aurons, nous aussi, Français et Européens, des hormones, des pesticides et des antibiotiques à foison dans nos assiettes. Alors finalement, confronté à ces nombreuses évidences, mais surtout à la colère des agriculteurs, le Premier ministre nous dit en fin de compte qu'il faut refuser l'accord. La réalité, chers collègues, c'est que le gouvernement est impuissant, car incapable de s'opposer à cet accord. En effet, depuis 25 ans, tout ce qui se passe à Bruxelles échappe à la France et notre influence diplomatique est réduite au néant. Madame la ministre, l'Allemagne, qui a la main mise sur la Commission européenne, vous impose cet accord. Et vous n'avez aucune marge de manœuvre pour le refuser, car vous êtes isolé. Il n'a pas suffi qu'Ursula von der Leyen se maintienne à la tête de la Commission européenne. Le négociateur européen pour l'accord avec le Mercosur, lui aussi, est allemand. Ce sont aussi les Allemands qui avaient demandé la scission de l'accord, isolant sa partie commerciale pour la faire adopter sans unanimité et donc contourner le veto français. Et comment leur en vouloir de défendre leurs intérêts nationaux ? L'accord permettra une expansion inédite de l'industrie automobile allemande et de ses produits chimiques. Et ce n'est malheureusement pas M. Séjourné qui pourra peser face à eux au sein de la nouvelle Commission européenne, faute de poids politique et faute d'une bonne maîtrise de l'anglais. Enfin, si par miracle une minorité de blocage se construisait, ce serait grâce à des pays comme l'Italie ou la Pologne, comme vous l'avez signalé, qui ont encore à cœur de défendre leurs intérêts, ceux de leurs agriculteurs et notre souveraineté alimentaire. Chers collègues, si cet accord est bien le symbole de la débâcle française à Bruxelles, il n'est que la pointe de l'iceberg. Qu'il s'agisse des accords de libre-échange, de notre contribution budgétaire outrancière ou des enjeux énergétiques et du nucléaire, nous subissons le déclin de l'influence française et l'échec de la diplomatie européenne d'Emmanuel Macron. Que de renoncements, que de trahisons et surtout que de temps perdu. Et aujourd'hui, la situation paraît irréversible. Au groupe UDR, notre position est claire. Cet accord est une honte et nous sommes évidemment contre. Face à l'impuissance de nos gouvernants pour s'y opposer, nous nous tournons vers les Français. Il est urgent de bâtir une alternance politique, car seule l'union des droites pourra protéger nos agriculteurs face à cette mondialisation à marche forcée qui nous est imposée. Pour cela, nous souhaitons replacer nos agriculteurs dans le rôle d'entrepreneurs, non de gestionnaires soumis à une bureaucratie bruxelloise asphyxiante. Alléger leur fardeau fiscal et administratif est notre priorité. Nous imposerons en premier lieu un moratoire sur ces réglementations étouffantes, le temps d'un audit complet qui mesurera leur impact réel sur notre compétitivité. Et ensuite, comme pour tous les entrepreneurs, nous libérerons les agriculteurs du supplice fiscal par une réduction drastique des charges et des impôts. Nous fusionnerons et rationaliserons aussi les multiples agences qui étouffent la moindre initiative. Alors que notre nombre d'agriculteurs a chuté dramatiquement de 66% entre 1980 et 2024, passant de 1,2 million à 400 000, le nombre de fonctionnaires du ministère a doublé dans le même temps. Qui y voit aujourd'hui plus d'efficacité ? À l'échelle internationale, le marché français ne doit pas être un terrain ouvert aux importations de produits agricoles ne respectant pas nos standards. Si le libre-échange peut être une richesse, car il pousse chaque acteur à se dépasser, il ne l'est qu'à la condition d'une concurrence loyale et saine. Chers collègues, la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. La souveraineté alimentaire en est une des composantes les plus précieuses. Madame la ministre, il est des débats qui marquent l'histoire. À coup sûr, si dans 10 jours ce traité est adopté, il restera le symbole ironique de notre souveraineté nationale bradée. Si vous le vouliez vraiment, vous auriez des leviers de négociation. Pour une fois, entendez notre proposition. Il est impératif de baisser notre contribution budgétaire à l'Union européenne pour l'année 2025 pour inverser le rapport de force. Il est grand temps de rétablir notre autorité à Bruxelles et la place de premier rang que la France occupait dans le monde. Je vous remercie.